Bon, comme vous êtes très sage, on va commencer. Monsieur le directeur général délégué d'Assystem, cher Stéphane Barbier, monsieur le directeur de cabinet de l'administrateur général, cher Christian, si tu m'y autorises, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde de la part de l'administrateur général et en ton nom. Mesdames et messieurs les dirigeants et les représentants des entreprises et de la Marine nationale, mesdames et messieurs les enseignants de la formation d'ingénieurs spécialisés en génie atomique, il y en a un certain nombre, chers élèves ingénieurs de la 69e promotion du génie atomique, mesdames et messieurs, chers collègues. Alors, l'INSTN est particulièrement honoré de vous accueillir pour cette 22e leçon inaugurale de la formation d'ingénieurs spécialisés en génie atomique. Alors, c'est évidemment un événement important pour cette formation, pour les étudiants, pour l'équipe pédagogique, mais plus globalement pour l'INSTN, puisque le génie atomique est le diplôme fondateur de notre école. Il a été créé en 1955, un an avant la création officielle de l'INSTN, à une époque où vraisemblablement les questions de décret, etc., étaient moins complexes qu'aujourd'hui, où on pouvait faire des choses peut-être de façon plus simple. Le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique est l'exemple que l'on prend quand nous sommes sollicités à propos de la relance du nucléaire civil en France et des enjeux associés en termes de compétences, d'attractivité des métiers du nucléaire et des formations qui y conduisent. Sur ces questions d'attractivité, le GA est en effet un bon indicateur. L'effectif du GA a presque doublé en un peu plus de 5 ans. Alors, je parle sous le contrôle de Laurent. Une promotion de 43 élèves en 2017-2018, c'est pas si vieux, et vous êtes aujourd'hui 83, donc encore une fois on a presque doublé tout en maintenant le même niveau d'exigence en termes de candidature, et on peut dire que cette croissance des effectifs du génie atomique est le reflet à la fois d'un regain d'intérêt pour la filière et d'une évolution assez forte de la perception du nucléaire. Je crois pouvoir dire que le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique est reconnu par les industriels de la filière nucléaire comme un enseignement cible et stratégique. J'espère que Stéphane, vous ne me contredirez pas. Et qu'il contribue à répondre à l'enjeu de maintien et de renouvellement des compétences de la filière nucléaire française. Alors, ce n'est évidemment pas le seul enseignement à contribuer à répondre à cet enjeu, mais ce n'est pas non plus la seule contribution de l'INSTN pour répondre aux besoins en compétences de la filière. On peut citer notamment, par exemple, le Master Nuclear Energy, dont nous avons un certain nombre de représentants dans la salle, avec le soutien d'EDF, mais aussi les enseignements que nous délivrons dans le domaine de la radioprotection, notamment en partenariat avec Aix-Marseille Université et l'Université de Caen. Pour répondre à cet enjeu stratégique des compétences, la filière s'est structurée avec la création du GIFEN, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire en 2018, puis la création de l'Université des métiers du nucléaire en 2021, le CEA globalement et l'INSTN en particulier contribuant aux travaux de ces deux entités. Ces travaux, et notamment ceux conduits dans le cadre du programme MATCH, qui est l'outil de pilotage de l'adéquation entre les besoins et les ressources de la filière nucléaire civile, nous permettent dorénavant de disposer d'une vision à 10 ans des besoins en compétences et des formations associées. Sur le périmètre des 20 segments d'activité de l'étude MATCH, qui représentent 125 000 emplois directs spécialisés dans le nucléaire en 2023, la filière prévoit 60 000 recrutements sur les 10 ans qui viennent. Alors, moitié pour compenser les départs et moitié pour répondre à la croissance d'activité. Donc, ça fait entre 6 et 10 000 recrutements par an. Élargi à l'ensemble des 220 000 emplois de la filière, ce besoin est d'environ 100 000 recrutements équivalents temps plein sur 10 ans. Alors ça, c'est aussi bien pour les chantiers de construction neufs, bien sûr, mais aussi pour l'exploitation et la maintenance du parc en service. Si on revient à notre génie atomique, si j'ose dire, et toujours pour répondre à cet enjeu des compétences, les contenus des enseignements de cette formation de spécialisation, qui existe depuis presque 70 ans, s'adaptent en continu. Cette adaptation continue est le fruit d'un travail collectif piloté par l'équipe pédagogique, en lien avec tous les acteurs qui contribuent à cet enseignement, à savoir le corps enseignant bien sûr, et notamment les professeurs responsables de discipline, l'école d'application militaire de l'énergie atomique de Cherbourg, qui est le relais de l'INSTN pour cet enseignement dans le domaine de la marine, de la défense nationale, et bien sûr les industriels de la filière nucléaire, notamment dans le cadre du conseil de perfectionnement. Je profite de cette leçon inaugurale pour remercier l'ensemble des acteurs qui contribuent au génie atomique. Alors cette leçon inaugurale est bien sûr également pour moi l'occasion de remercier le travail réalisé par l'équipe du génie atomique dirigée par Laurent Véron, qui prendra la parole dans quelques instants. Et je remercie également toutes les personnes de l'INSTN qui ont contribué à l'organisation de cette leçon inaugurale. Alors comme vous le savez, elle a un format et un horaire un peu particulier puisque il était imaginé à un moment donné que la ministre de la Transition énergétique puisse nous rejoindre vers 19h ce soir pour vous rencontrer et faire une intervention. Mais au regard de
des discussions en cours sur la réforme du marché de l'électricité européen. Elle est un peu coincée à Bruxelles et donc elle ne nous rejoindra malheureusement pas. Donc j'en profite pour remercier à nouveau l'équipe organisatrice qui s'est adaptée à ces contraintes. Je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite la parole à Laurent Véron, directeur de la formation d'ingénieurs spécialisés en génie atomique. Merci Laurent. Merci. Merci d'être si nombreux à cette heure un peu tardive, je dirais. Donc, je suis Laurent Véron, je suis responsable du génie atomique. Merci, monsieur le directeur, de votre présence. Tous les responsables du CEA, les responsables des entreprises françaises du nucléaire, les militaires de l'école atomique, dont le commandant, le pacha de l'école atomique, des étudiants. Même un étudiant, l'ancien étudiant référent du génie atomique est venu, Arthur est ici, là, merci. Merci à mes collègues du CEA aussi également d'être là. Je vais faire une petite présentation avant la présentation de M. Barbier, une petite présentation sur le génie atomique. Certains, bien sûr, vous connaissez, pour certains, le génie atomique. Certains, vous êtes dedans, mais d'autres, je dirais, c'est une petite présentation de chapeau rapide sur le génie atomique. Donc la formation au génie atomique, le directeur du INSTN, Éric Gadet, vient d'en parler. C'est une formation qui existe depuis 1955. L'INSTN en assure toute la conception, l'organisation. Je le rappelle, c'est vraiment un diplôme, ce qu'on appelle en propre. Il y en a 3 ou 4, il y en a 4, je crois, aujourd'hui, maintenant, à l'INSTN, d'autres. C'est un diplôme qui est reconnu par la CTI et c'est un diplôme d'ingénieur spécialisé, c'est-à-dire qu'il monte en compétence des jeunes ingénieurs déjà diplômés pendant 1 an. Ils viennent ici 1 an, non pas 3 ans ou 5 ans, juste 1 an, comme j'ai pu le voir encore récemment. C'est 1 an ici et on les monte en compétence dans le domaine des réacteurs nucléaires. Donc c'est une formation un peu particulière dans le sens où elle est également effectuée sur 3 sites en parallèle, Saclay, Cadarache et puis Cherbourg. Et en parallèle, les cours se déroulent de façon relativement synchrone. Ce qui est absolument synchrone, c'est bien sûr la date des examens, l'heure des examens. Et ça, c'est absolument... la date et l'heure sont exactement les mêmes. L'idée initiale, c'était de former des étudiants dans le domaine des réacteurs, hein, bien sûr, j'ai dit, et puis dans le domaine de la chaufferie nucléaire, des chaufferies nucléaires. Et on a donc un diplôme avec une orientation réacteur nucléaire électrogène et puis réacteur pour la propulsion nucléaire. Alors, en termes de besoins, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, on parle de relance du nucléaire. J'ai imagé très rapidement cet aspect à travers ces transparents. D'abord, en termes d'installation opérationnelle, aujourd'hui, on a 56 réacteurs en France. Ça, c'est un transparent. C'est une carte qui vient d'EDF il y a 2 ans. On retrouve toutes les centrales et puis les 56 réacteurs en service. Donc ça, c'est des installations opérationnelles qui nécessitent du personnel formé dans le domaine des réacteurs. Donc là, on voit bien en termes opérationnels le besoin. Idem pour la partie propulsion navale. On est équipé aujourd'hui de sous-marins, sous-marins des SNLE à l'île Longue. Il y en a 4. Les 6 SNA qui sont basés à Toulon. Et puis, bien sûr, le porte-avions avec 2 chaufferies à l'intérieur. Donc ces objets opérationnels, 56 plus 12, ça nécessite beaucoup de personnel. Ça, c'est une première chose. Puis également, bien sûr, la relance du nucléaire. Alors là, j'ai imagé avec le discours du président de la République à Belfort, c'est le plan de relance du nucléaire, avec l'annonce de 6 nouveaux EPR. Il y a le projet Neward. Il y a France 2030 avec donc des start-up. Donc je remercie le représentant de Narea d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir, Narea et puis Nucléo, qui sont financés dans ce programme France 2030. Et puis, en termes navals, j'ai imagé également, il y a bien sûr bien d'autres projets, hein. Ce n'est pas exhaustif du tout, mais il y a le SNLE 3G et puis le porte-avions nouvelle génération. Donc tous ces projets donc, nécessitent du personnel. Et donc à l'heure actuelle, on a vraiment
on a une certaine pression pour former des jeunes de haut niveau dans le domaine du nucléaire. Alors, le génie atomique, je vais être rapide, c'est une formation de 1 an, très dense. Il y a 7 mois de cours, on peut dire que ce sont 7 mois académiques avec des cours, des TP, des TD, et puis des visites également. Le corps enseignant, il est essentiellement composé, je dirais, de personnel de l'INSTN, du CEA, et puis également des industriels. Je ne vais pas citer tout le monde, mais EDF, Framatome, Technicatome, par exemple, interviennent pour les cours. Donc ce sont des professionnels du domaine. À l'île Longue, pardon, pas à l'île Longue, à Cherbourg, pardon. À Cherbourg, nous avons aussi du personnel dédié à la formation. Donc les 7 mois de cours, j'ai détaillé un petit peu. Je le fais volontairement parce qu'il faut bien se rendre compte que la physique des réacteurs nucléaires, c'est vraiment est une physique quand même assez complexe et assez complète aussi. Donc on a dans les cours de septembre à mars, début septembre à fin mars, toutes ces matières, hein, physique nucléaire, matériaux, instrumentation, neutronique. Et ça c'est un gros bloc avec la thermohydraulique. On est aussi on fait très attention à la sûreté nucléaire. Ça, c'est vraiment une matière importante, la sûreté nucléaire. Et puis ensuite, on retrouve toutes les matières types du combustible, les REP. Donc, les gens qui font, les civils, les étudiants civils qui sont à Cherbourg et à Cadarache vont avoir un module plutôt axé REP. Et les militaires et quelques civils vont avoir une orientation plutôt propulsion navale. Et puis on a un cours de filière hein, qui retrace toute l'histoire des réacteurs nucléaires à travers le monde, hein. L'économie, la SHS. Je remercie aussi Mme Le Renard. On a aussi un module SHS important, sciences humaines et sociales. C'est vraiment une demande de la CTI d'avoir des cours de SHS de bon niveau. Ensuite, après les 7 mois de cours, alors j'indique ici que les 7 mois de cours représentent 50 CTS, c'est les crédits européens classiques. Une année normale universitaire ou d'école d'ingénieur, c'est 60 CTS. Nous, au génie atomique, une année, c'est 50 plus 25, 25 représentant le stage. Puisque après les 7 mois de cours, on a 22 semaines de stage, c'est-à-dire entre 5 et 6 mois, selon les cas. Et donc, on retrouve les jeunes dans les étudiants vont être chez EDF, vont faire leur stage dans les grosses entreprises françaises, dans des laboratoires à l'étranger. On essaye d'ouvrir de plus en plus maintenant dans les labos étrangers. L'année dernière, on a eu des étudiants au MIT, à Montréal, au Japon, en Italie, en Hollande, par exemple. Donc, et puis on a eu aussi 2 étudiants qui sont partis chez Naria en stage. Voilà, donc ça c'est une année du génie atomique. En termes d'effectifs, tout à l'heure, Eric Gadel l'a dit, on a eu effectivement, il y a eu des hauts et des bas dans les effectifs. Hein, ça c'est vraiment, je dirais, la conjoncture peut-être qui pilote la politique également. Sur 12 ans, voilà, les hauts et les bas. On retrouve ici 3 courbes en bas, ce sont les courbes par site, Saclay, Cadarache et Cherbourg. Donc en rouge, Saclay, Cadarache en jaune, et puis Cherbourg en bleu clair. Et puis le total des étudiants, on retrouve en bleu au-dessus. Donc actuellement, effectivement, on est à 83 étudiants. En peu de temps, on a une augmentation des étudiants. Ici, en haut à droite, on a depuis 1955 les variations du nombre d'étudiants. On est monté à 140 pendant une certaine période. Alors à ma connaissance, il y avait également le site de Grenoble qui accueillait des étudiants du génie atomique. Donc on est monté à 140 à une période. Et puis on voit des dents. J'ai essayé de corréler avec les accidents de Marie Island en 79 et puis Fukushima et Tchernobyl en 86. Il n'y a pas vraiment de corrélation très directe, mais peut-être qu'il y en a, mais un peu plus éloigné dans le temps. Peut-être lissé. En termes de sourcing, cette année, nous avons donc 67 étudiants civils. Nous avons également des étudiants militaires. Là, je vais parler pour l'instant des étudiants civils. On a 36 jeunes ici à Saclay.
Ici, 26 à Cadarache, et puis on a 5 civils à Cherbourg. Ici, on voit l'origine des étudiants du génie atomique, leurs écoles d'origine. Donc, classiquement, on a assez régulièrement un grand nombre d'étudiants qui viennent des arts et métiers, l'ENSAM. Et puis, on a ENSTA, où je vous laisse lire, hein, Centrale Supélec, Mines Saint-Étienne, qui sont dispatchés donc, sur les 3 sites. INSA Lyon, Monsieur Barbier, Centrale Nantes, etc. On essaye d'avoir une distribution relativement large quand même des écoles pour une certaine dynamique dans les classes. En termes d'hommes-femmes, on ne fait pas de sélection, on sélectionne des dossiers. En termes d'hommes-femmes, quand même, sachez qu'on est à peu près à 20% de dossiers à l'entrée avant la commission, et puis on est à peu près à 20% en sortie après la commission. Hein. Donc c'est à peu près le ratio général qu'on a sur les ratios hommes-femmes. Hein. Ici, d'où viennent les étudiants militaires cette année, on a 16 militaires à Cherbourg. Donc de l'école navale principalement, il y a 3 qui viennent de l'école de l'air, 2 ENSTA Bretagne et 1 de l'ESTP. Après, ce sont mes 2 derniers transparents concernant l'insertion professionnelle. À l'heure actuelle, je dirais, je vais être rapide, mais il n'y a pas de problème pour placer les étudiants à la sortie du génie atomique. Ici, on voit l'enquête d'insertion de l'année dernière. Enfin, ce sont des étudiants qui sont sortis en 2022. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais certains sont en double diplôme et lorsqu'ils finissent le génie atomique, retournent 6 mois dans leur école d'origine. Donc il y a un petit décalage entre la fin du génie atomique et leur mise sur le marché de l'emploi. En tout cas, là, cette période de double diplôme en école est terminée. Les gens qui ont fini en 2022 sont aujourd'hui donc, chez EDF pour 21 sur 53, chez Orano pour 7 personnes, 7 sont allés chez Framatome, etc. On a une distribution un petit peu, comment dire, large. On a des petites PME. Bon, il y a une personne qui a décidé de changer de portage, il est chez RATP, il fait de la maintenance des autobus à la Croix-Nivert dans le 15e. Et puis, une personne est allée dans la Marine nationale, un CDD, des gens font des thèses. Et puis, on a 2 personnes qui n'ont pas répondu à l'enquête. Voilà. Voilà, pour vous donner un petit peu un panel. Et puis, pour terminer, donc voilà les stats, à peu près 85% je dirais, à 6 mois et à 1 an, puisqu'il y a une vingtaine de personnes qui sont retournées en école, mais à peu près à 6 mois, à 1 an, il y a 85% en CDI, une personne en CDD, etc. Et puis là, ce sont l'enquête d'insertion en sortie c'est pas en sortie de bureau de vote, mais presque, c'est un peu ça l'idée. En sortie de soutenance, en sortie de salle, on demande à tous les étudiants ce qu'ils ont prévu de faire. Donc là, c'est cette année, c'était il y a 1 mois, hein, Arthur. Donc il y a 22 personnes qui sont retournées en école, essentiellement, je dirais, à l'ENSAM et à l'ENSTA, mais pas que, il y a d'autres écoles avec lesquelles on a une convention double diplôme. Donc 22 sont retournés en école pendant 6 mois, et puis d'autres sont donc en CDI, hein, EDF, Framatome, Advance, TA, Orano, Narea. Des thèses, des gens qui sont partis en thèse, 3 en CDD, 3 CDD, donc 1 chez Framatome, et puis 2 personnes sont parties dans la marine en volontaire officier aspirant. Donc une personne est partie refaire une année d'études en master spécialisé, et puis 4 sont en réflexion, en recherche d'emploi. Voilà. Voilà, très rapidement, je ne voulais pas être trop long, le génie atomique. On n'a aujourd'hui absolument pas de problème pour placer les étudiants. Merci de votre attention. Je dois être à peu près calé. Merci. Donc là, il faut que j'aille chercher. Toc. Et donc, ouais, doit être, je ne sais plus où est-ce qu'elle est.
Ça, c'était la mienne. Ok. Voilà. Alors, je vais présenter notre orateur du soir. Ingénieur diplômé de l'INSA de Lyon et de l'École supérieure de commerce de Paris. Alors, il y a marqué Stéphane Barbier, mais en fait, comme vous êtes là, je vais dire vous. Hein, vous avez débuté votre carrière chez Assystem en tant qu'ingénieur d'essai, avant de prendre différentes responsabilités, vous conduisant à prendre en charge le secteur automobile. Après un passage de 5 ans au sein du groupe ABB, où vous assurez la direction des activités de contrat de maintenance pour la France, puis pour l'Europe du Sud, avant de diriger le marketing et le développement de la branche service pour l'Europe du Sud. Vous revenez en 2002 au sein du groupe Assystem pour créer les activités d'ingénierie et redévelopper l'énergie et le nucléaire. Nommé vice-président exécutif du groupe en 2005, vous dirigez les secteurs automobiles, manufacturiers et énergie. Vous menez le développement au Moyen-Orient et en Asie. Vous devenez directeur général opération en 2018. Puis vous êtes nommé le 24 janvier 2023 directeur général délégué du groupe Assystem en charge de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Vous avez été par ailleurs président de Syntec Ingénierie et vous êtes membre depuis 2011 du comité stratégique de la filière nucléaire française. Et encore une fois, un grand merci d'avoir accepté de prononcer cette leçon inaugurale. C'est à vous. Merci beaucoup. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche? Eh bien, bonjour à tous, d'abord, et à toutes, même s'il y a encore pas beaucoup de population féminine dans la salle, pas assez en tout cas à mon goût. Je suis très honoré d'être ici pour cette leçon inaugurale, et très heureux de voir que vous êtes très nombreux à avoir fait le choix d'avoir une formation spécialisée en fait, dans le nucléaire. Probablement, si vous avez fait ce choix-là, c'est en partie lié au fait qu'aujourd'hui, le nucléaire prend une place de plus en plus importante dans les mix énergétiques, en France bien sûr, mais un peu partout dans le monde, comme vous allez le voir, puisque mon propos va être centré quand même beaucoup, non pas sur la France, mais sur ce qui se passe dans le nucléaire dans le monde, et sur la façon dont la France peut participer au développement du nucléaire dans le monde. Ce pour deux raisons. D'abord parce qu'on fait face de plus en plus, de façon de plus en plus simple à percevoir pour tout le monde à l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique et donc de décarboner notre façon de consommer l'énergie et de produire l'énergie. Et puis d'autre part, ça c'est un peu arrivé avec, ou en tout cas ça a été mis en exergue par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'assurer sa propre souveraineté en termes de production d'énergie et de production d'électricité en particulier, qui, même si la recherche de souveraineté est antérieure à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la dépendance au gaz russe, au moins pour l'Europe, a généré un sentiment d'urgence sur la nécessité de retrouver une souveraineté perdue en termes de production d'énergie et de production d'électricité. Aujourd'hui, un peu plus de 430 réacteurs en opération dans le monde, 60 en construction aujourd'hui. La plupart des réacteurs en construction ne le sont pas en Europe, mais sont beaucoup plus à l'Est. L'actualité nucléaire, elle est finalement, c'est pas alors que la technologie nucléaire est en grande partie née à l'ouest de la planète. Aujourd'hui, l'actualité, elle est beaucoup plus à l'est, comme vous allez le voir. Et sur les 300 réacteurs qui sont proposés, et les 100 qui sont prévus, donc les 100 qui sont prévus, c'est 100 qui sont prévus d'être construits, où on a des plannings de construction, on a des processus en fait de licensing qui sont engagés. Les 300 qui sont proposés, c'est 300 réacteurs qu'un certain nombre de pays ont dans l'idée de réaliser sans planning précis établi. On voit que juste après la guerre en Ukraine, même en Europe de l'Ouest, on a un regain en fait, de popularité pour le nucléaire, sachant que le débat qu'on peut avoir en Europe, animé en partie, en tout cas entre la France et l'Allemagne, finalement n'a pas empêché, après le début de la guerre en Ukraine, d'avoir un regain d'intérêt de la part d'un certain nombre de pays européens. Mais vous allez le voir, les calendriers qui arrivent devant nous sont d'abord des calendriers qui ne sont pas européens, à l'exception des EPR2 et des projets en fait en Angleterre, avec autour d'EDF sur HPC qui est en cours de construction et sur Sizewell demain. Quand on parle de construire un réacteur nucléaire, au fond, ça veut dire quoi? Alors, je m'excuse auprès de
des représentants de l'AREA que je connais bien qui sont ici. Je vais pour illustrer le propos, pas parler de toute la gamme des réacteurs nucléaires qui sont en considération, mais je vais me centrer sur les réacteurs de forte puissance. Donc, pour être un tout petit peu caricatural, les réacteurs de forte puissance sont les réacteurs qui sont en gros au-dessus de 1000 MW. Les moyennes puissances, c'est autour de 350 à 450, ça dépend des pays. Et puis en dessous, quand on arrive en dessous de 100 MW ou de 130 MW, on est dans le monde des plus, ce qu'on appelle les XMR, même s'il n'y a pas vraiment de définition très précise de ça. C'est finalement ce qui est communément admis en tant que tel. Pourquoi je m'intéresse à la construction des réacteurs nucléaires? Parce que finalement, le regain d'intérêt et la renaissance ou le regain d'activité sur le nucléaire, il s'incarne d'abord par les réacteurs nucléaires, par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Oui, il faut accroître la durée de vie des parcs en exploitation, mais ça, dans tous les pays qui ont des réacteurs en opération, l'idée est à peu près acquise et de façon assez irrémédiable. Quand je dis de manière assez irrémédiable, j'entends indépendamment des mouvements politiques qui peuvent exister dans les pays, même en France, on peut imaginer qu'une remise en cause des parcs en exploitation est assez peu probable, quels que soient les pouvoirs politiques qui arrivent au pouvoir. La construction de nouveaux réacteurs, elle, est beaucoup plus soumise à la fluctuation politique en fait, dans les différents pays. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi ailleurs. On l'a vu en Corée, par exemple, récemment. Et donc, ce qui caractérise vraiment le renouveau et la dynamique en fait, du secteur, c'est quand même le fait qu'on construise ou non de nouveaux réacteurs. Construire un nouveau réacteur de plus de 1000 MW, ça veut dire quoi? Vous l'avez sous les yeux. Ça veut dire quand même faire un gros projet très très compliqué. C'est aussi une des raisons, j'imagine, pour lesquelles vous êtes dans cette salle. C'est qu'un des intérêts du nucléaire quand on est ingénieur, c'est que c'est intéressant. C'est qu'on a besoin de manipuler des sujets un peu compliqués qui sont techniquement intéressants et c'est plus intéressant que d'autres sources en fait, décarbonées d'énergie. Mon propos n'est pas d'être critique vis-à-vis des autres sources d'énergie décarbonée, mais simplement, bon, c'est vrai que dans le nucléaire, on a un objet technique qui a en tant que tel de l'intérêt, ce qui, quand on a une formation d'ingénieur, est quand même important. Bon, un projet nucléaire nouveau, ça se traduit par quand même une certaine forme de démesure. On va quand même couler un paquet de béton, 500 m3 à peu près pour une centrale, et on va déconstruire 10 tours Eiffel pour arriver à mettre de la ferraille dans le béton, parce que finalement, ce qu'on voit de l'extérieur d'une centrale nucléaire, c'est beaucoup de béton. La réalité, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'acier. Et quand on est sur le chemin critique, quand on est sur la construction d'un certain nombre de réacteurs nucléaires, aujourd'hui, un des problèmes pour construire vite, je vais y revenir rapidement après, c'est de disposer des matières premières pour construire. Il y a des chantiers, par exemple, conduits en ce moment en Angleterre, sur Hinkley Point, où pendant très longtemps, la disponibilité de l'acier était un des facteurs limitants en fait, de la vitesse de construction en fait, des réacteurs. Je vais revenir après sur sur pourquoi il est nécessaire de construire vite. Et vous allez tous comprendre pourquoi le temps, finalement, pour le renouveau du nucléaire, c'est un peu l'ennemi. C'est celui qu'il faut arriver à battre. Alors, beaucoup en fait, de béton, beaucoup de ferraille, beaucoup de tuyaux, beaucoup de composants, beaucoup d'entrées-sorties, et puis, ça vous le savez pour ceux qui sont déjà dans le nucléaire, beaucoup de millions d'unités de données et de documents, puisque l'industrie nucléaire, c'est d'abord une industrie documentaire. Pour faire la preuve de sûreté, on établit beaucoup de documents, beaucoup de papiers, et c'est compliqué à gérer. Et là aussi, en fait, c'est un des freins qu'il faut savoir lever quand on traite de programmes nucléaires. Et puis ensuite, ça se traduit aussi par une intensité humaine très forte. 6 à 7 000 personnes en pic sur un chantier. Quand vous construisez 2 réacteurs en parallèle, comme par exemple sur HPC en ce moment, c'est 12 000 personnes en permanence sur le chantier. Quand vous êtes sur des chantiers que je vais évoquer tout à l'heure, en cours de construction en Turquie, par exemple, par l'industrie russe, c'est en pointe 24 000 personnes sur le chantier. 24 000 personnes à amener, il faut les trouver et il faut arriver à les faire travailler tous ensemble. Ce n'est pas très simple. Donc, un programme nucléaire, ce qui fait finalement sa spécificité quand on construit un nouveau réacteur, c'est d'abord une certaine forme de démesure. C'est un gros projet sur une surface géographique, sur un périmètre foncier qui finalement est assez petit.
C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des tailles similaires de projets dans d'autres domaines des infrastructures, dans le transport par exemple, dans le transport ferroviaire, mais sur des infrastructures très linéaires où on a beaucoup de place pour construire, alors qu'un chantier nucléaire, finalement, c'est assez contraint en termes de géographie, c'est assez contraint en termes de foncier. En France, on n'y pense pas trop parce qu'on est déjà dans un contexte où on a, comme évoqué tout à l'heure, déjà 56 réacteurs nucléaires qui tournent, une PN qui est embarquée dans un certain nombre de bâtiments. Donc le nucléaire, on vit avec, même si on ne le sait pas, de façon finalement assez traditionnelle. Quand un pays veut faire du nucléaire, et il y a aujourd'hui à peu près une vingtaine de pays qui sont déclarés avec la volonté d'être primo-accédants au nucléaire auprès de l'AIEA, en fait, ce qu'on a à régler, en fait, c'est ça. C'est d'abord, ce que vous avez tout en bas du slide, c'est la problématique de sûreté et d'adhésion du public. Ce n'est pas possible de faire un programme nucléaire contre les opinions publiques, sauf dans des pays rigolos, sur lesquels, en fait, et même finalement dans des pays qui ne se caractérisent pas par une démocratie particulièrement avancée, pour autant, quand même, il y a peu de pays où on ne prête pas d'attention à l'appréciation à l'opinion publique en fait, du nucléaire. Donc il y a un prérequis pour travailler sur un programme nucléaire, pour établir un nouveau programme nucléaire, c'est d'abord d'avoir l'adhésion du public. Et l'adhésion du public, elle se fait d'abord par la garantie de sûreté. Le deuxième point, une fois que finalement on a ce prérequis qui est établi, c'est d'établir un registre juridique et réglementaire qui permettent effectivement d'assurer une activité nucléaire en prenant en compte toutes les garanties qu'on doit prendre en compte vis-à-vis de l'environnement, des pays tiers, des populations, etc., etc. Donc ça, c'est le premier jalon à mettre en place, qui est finalement assez facile. Le deuxième, ou les deux suivants associés, c'est de faire un choix de technologie pour construire un réacteur et de construire les ressources humaines et l'organisation nécessaire pour être capable, d'une part, de construire, puis ensuite d'opérer le réacteur nucléaire. Et puis, finalement, ce qui arrive en quatrième, mais en fait, ce qui arrive en premier, c'est d'être capable de financer le projet. Et le principal frein, aujourd'hui, au développement du nucléaire dans les différents pays, y compris ceux qui affichent une volonté assez farouche de développer un parc nucléaire pour produire de l'électricité, y compris pour les pays qui sont riches, les pays notamment de l'OCDE qui font la course en tête, ou les pays qui sont déjà très développés, qui ne font pas forcément partie de l'OCDE, qui sont réputés comme riches, c'est-à-dire dans le G20, comme l'Inde. Leur problème fondamental, c'est l'accès aux ressources financières, et vous allez voir pourquoi après. En fait, le problème de financement du nucléaire, et qui va renvoyer au sujet en fait, de mon speech d'aujourd'hui, qui est en fait la capacité que l'on a à tenir les délais de construction et à réduire, si possible, les délais de construction, c'est que finalement, pour faire un programme nucléaire, il faut le financer. Et le financement, c'est comme quand on veut faire un prêt à la banque pour s'acheter un appart. C'est pas compliqué. Le coût de l'ensemble du contrat, il va dépendre de la durée de l'emprunt qu'on réalise. Un emprunt, finalement, le coût du capital, donc le taux d'intérêt auquel vous empruntez de l'argent pour acheter votre appartement ou auquel un État emprunte de l'argent pour financer un programme nucléaire ou ce que vous voulez, il est conditionné par 4 éléments principaux. Bon, le premier, c'est qu'est-ce qu'il va mettre en argent frais, en cash, et qu'est-ce qu'il va mettre en dette, pareil que quand vous achetez votre appart. Le deuxième, c'est le coût de l'argent sur les marchés de long terme. Ça dépend essentiellement du pays. Quand on est dans un pays riche, on a des taux d'intérêt qui sont relativement faibles. Jusqu'à présent, on était plutôt à 0%. Là, on est plus monté. Mais jusqu'à 2022, on empruntait la France ou l'Allemagne à taux négatif. Maintenant, on est passé à taux positif. Et puis, vous avez deux autres éléments qui, eux, dépendent de votre projet, qui ne dépendent pas de l'État. C'est le niveau de risque du projet. Et le niveau de risque du projet, c'est la garantie que vous aurez que ça va marcher et la garantie que vous avez que vous ne mettrez pas plus d'argent que prévu pour financer votre projet. Et là, donc, ça dépend uniquement en fait, du projet. Quand on est dans le cas du nucléaire,
la partie opérative, c'est-à-dire que le risque en opération est assez bien calibré, assez bien déterminé, ce qu'il est beaucoup moins, notamment compte tenu de l'insuccès en termes de délai de construction des programmes récents dans le nucléaire faits par Westinghouse ou par la France, par exemple, fait que le facteur de risque sur la phase de construction est plutôt assez élevé. Et le deuxième point, le dernier point, c'est que ça dépend évidemment de la durée de l'emprunt. C'est-à-dire que si vous empruntez 100 et que vous payez 5 d'intérêts par an, si ça dure 2 ans, vous aurez payé 10 vos intérêts. Si ça dure 10 ans, vous aurez payé 50. Et donc votre coût, ce ne sera pas 100, ce sera 150. Bon, bah en fait, quand vous financez un programme nucléaire, c'est exactement la même chose. C'est comme quand vous achetez un appartement et vous voyez en fait derrière moi l'élasticité finalement qu'il y a au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ce que vous avez tout en bas, qui va de 0 à 12. Alors quand vous êtes à 0, c'est que vous empruntez, en fait, c'est l'État qui paye tout seul en equity, ce que font les Indiens sur leurs programmes domestiques, qui ne sont pas très intensifs en termes de capitaux. Et donc, quand vous empruntez à 0 ou 1, finalement, votre dette ne vous coûte pas très cher et le prix du mégawattheure, il est assez compétitif, il est de l'ordre de 35 à 40 euros si on considère que tout le monde a à peu près le même coût de construction. Si vous êtes en France avec les systèmes d'actifs régulés comme on connaît en fait avec EDF, vous êtes quelque part autour des 58, 74, c'est tous les débats que vous avez pour ceux qui suivent l'actualité autour de l'Arenh, mais où on arrive dans ces eaux-là. Et puis après, plus vous montez vers les marchés privés, pour arriver vers les schémas américains où vous n'êtes que sur du marché privé, vous n'avez pas de garantie d'État a priori, et vous vous retrouvez à peu près à 140 euros du mégawattheure, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus qu'en Inde, alors que le coût de construction est à peu près le même. Enfin, avec l'hypothèse que le coût de construction est à peu près le même. Donc on voit bien ici l'intensité qu'il y a sur la façon la nécessité de dérisquer un projet nucléaire et de tenir le délai. Si on ne tient pas le délai, ça augmente le risque. En plus, ça augmente le délai, donc on perd 2 fois, c'est double peine. Et du coup, le projet devient à un moment donné impossible à financer. Et le principal facteur limitant dans le développement en fait, du nucléaire dans le monde aujourd'hui, c'est ça. Ce qui veut dire que pour dérisquer le projet, il faut tenir les délais. C'est ce qui induit les stratégies qui sont mises en place, par exemple par EDF en Angleterre, sur ce qu'on appelle le copier-coller qui doit être fait entre HPC, entre Hinkley Point et Sizewell. En fait, le fait de faire un copier-coller, la raison principale, le rationnel en fait, de cette stratégie industrielle, c'est de réduire le risque pour réduire le coût du financement. Et si on réduit le risque par 2, on réduit presque le coût du financement par 2, parce que vous voyez, finalement, on arrive dans un schéma où le coût du financement représente 2 tiers, voire à peu près les 2 tiers du coût du mégawattheure à la sortie, du coût qu'on va payer nous en tant que consommateurs à la sortie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour construire plus vite ? Voilà. Pourquoi, en fait, finalement, moi, je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que notre activité, l'activité d'Assystem, mon activité à moi, c'est finalement de travailler avec un certain nombre de gouvernements. En fait, Assystem, on a 2 modes de fonctionnement. Soit on travaille avec des vendeurs de technologies ou des développeurs, EDF pour l'EPR, Narea pour les petits réacteurs, ou les NPCIL en Inde pour le développement en fait, de sa technologie domestique, ou bien on travaille auprès des États pour les aider à mettre en place leur programme nucléaire, c'est-à-dire à préparer leur programme nucléaire du point de vue de la sûreté, du financement et de la réalisation, c'est-à-dire du licensing, du choix qu'ils vont faire en termes de technologie, et du pilotage et du contrôle de la construction après. Bon, donc ce que je vais maintenant vous raconter, c'est finalement le fruit de ce que l'on voit en France, mais aussi dans d'autres pays en fait, dans le monde, qui sont ceux en fait, qui sont juste derrière moi, dans lesquels on travaille, et qui sont à des stades relativement différents d'avancement en termes de développement de leur programme nucléaire. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, par exemple, au stade préliminaire, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils sont en train de monter leur programme. Il faut y arriver. Leur problème principal, encore une fois, c'est le financement. L'Arabie Saoudite, qui a, elle, établi en fait son programme, qui est en train de consulter
pour sélectionner une technologie et construire, ou bien en fait des acteurs comme la Turquie ou les Émirats Arabes Unis qui eux sont en phase de construction, les Émirats Arabes Unis en la fin de la construction de leur 4e réacteur, les Turcs en pleine construction de leurs 4 premiers, sachant qu'ils en ont 12 dans le catalogue. Alors, pour pouvoir construire vite, il y a quelques recettes finalement clés à connaître, voilà, qui sont très très faciles à énoncer, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. La première, c'est la stabilité du design, parce que finalement développer un programme nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier un réacteur, le licenser. Voilà. En préalable, on aura étudié le site pour être sûr que le réacteur il marche avec le site. Demander un permis de construire, avoir le permis de construire, essayer, démarrer, régler et transférer à l'opérateur. La phase numéro 1, à partir du moment où on a le site qui est défini et qu'on sait sur quoi on va construire, c'est de designer finalement l'installation de la centrale nucléaire qui va y avoir dessus. Quand on fait une modification, quand on a commencé à construire quelque chose, et ça c'est pas vrai dans le nucléaire, c'est vrai dans tous les domaines d'activité, y compris quand on fait un bâtiment en fait pour la marine nationale, quand on fait une modif en phase d'étude, ça vaut 1 €. L'impact de cette modif en construction, c'est entre 10 et 30 €. Donc chaque fois que quelqu'un a une super idée et qui décide de modifier un truc, son idée va coûter entre 10 et 40 fois plus cher que son coût à lui. Donc l'ennemi numéro 1, en fait, quand on est dans un programme d'infrastructure, quel qu'il soit, nucléaire, mais d'autres aussi, mais nucléaire aussi, c'est que quand on commence à construire, il faut avoir un design qui soit stabilisé, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que son design, il colle aux exigences de sûreté, aux exigences d'opération, aux exigences en fait, de construction. Si ce n'est pas le cas, plus on va faire de modifs, inexorablement, plus on va perdre de temps, plus ça va coûter d'argent, et le premier élément qui coûte de l'argent, c'est le temps. Refaire une pièce, ça coûte, mais beaucoup moins en fait, que prendre du délai. Quand vous regardez en fait, l'impact du financement que j'évoquais tout à l'heure, quand vous prenez 1 an de retard sur un programme nucléaire, 1 an de retard sur un programme nucléaire, en gros, la maille, c'est 500 millions d'euros. Donc c'est mieux de ne pas trop être en retard quand même. Évidemment, la stabilité du design, plus on construit de réacteurs de la même sorte, plus on a un design qui est stable. C'est-à-dire que le premier, ce qu'on appelle dans les métiers d'infra les first of a kind, le premier de la tête de série, elle coûte forcément plus cher, puisque même quand on pense qu'on a stabilisé le design, on se rend compte à l'épreuve de la construction qu'on ne l'a pas complètement stabilisé. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y avait des trucs qui marchaient et qui ne marchent pas. Donc il faut faire des modifications, on le sait. Évidemment, comme au deuxième, on aura appris des erreurs commises sur le premier, on va avoir un design qui va être plus stabilisé. Et donc petit à petit, plus on va avancer en fait, dans les constructions en fait, de réacteurs, plus on va pouvoir commencer la construction avec quelque chose de stabilisé. Quand on est sur Flamanville, par exemple, on est sur un design qui est finalisé au début où on fait la construction à moins de 50%. Donc on sait que ça va coûter plus cher que prévu et que ça va prendre du délai. Quand on commence HPC, Hinkley Point, on est à peu près 75%. Donc on sait que ça va encore dériver peut-être un peu, mais moins en fait que celui de l'après. Si on refait Sizewell, c'est ce qui est prévu au fait aujourd'hui par le gouvernement britannique, l'hypothèse de Sizewell, c'est qu'on reprend le design d'HPC et que donc, moyennant l'adaptation au site, on n'a plus de design à faire. Et que donc, on va faire pas beaucoup d'erreurs en fait, dans la construction. Donc la stabilité du design, c'est quand même un point fondamental qui renvoie à la nécessité de construire beaucoup. C'est-à-dire que si on fait qu'un réacteur d'une sorte pour passer à un réacteur d'une autre sorte, on ne va jamais arrêter d'avoir un design pas stabilisé. Donc il vaut mieux faire plusieurs fois en fait, la même chose, même si c'est moyen, que vouloir faire un truc différent et bien mieux. Ça va coûter moins cher et ça va être plus efficace de faire plusieurs fois moyen, mais un truc qui marche, qu'un truc très bien qu'on change tout le temps. Le deuxième élément en fait, qui joue un rôle quand même prépondérant dans les délais de construction,
c'est la modularité et les méthodes de construction. Évidemment, plus on arrive sur le site avec des sous-ensembles qui sont préassemblés, plus les temps de construction sur le site où on a le goulot d'étranglement sont courts, et donc plus on arrive à faire de choses en parallèle. Alors on arrive à les faire en parallèle, soit en usine, soit sur des sites adjacents au site, mais encore faut-il que le design, les méthodes de construction permettent de préassembler des sous-ensembles avant en fait l'assemblage final sur le site, où là, la coactivité, le fait d'avoir beaucoup de monde à la fois, fait que tout le monde ne va pas pouvoir travailler tous ensemble. Donc c'est mieux de préassembler avant pour assembler de façon finale après. C'est l'intérêt en fait des SMR ou des AMR, c'est que quand on est sur un SMR, parce que c'est plus petit, c'est plus facile de préassembler, et donc on peut arriver avec finalement des espèces de mécanos ou de kits sur le site, et donc on a des temps de construction qui peuvent être beaucoup plus courts. Si je suis dans l'exemple de Narea, sur des petits réacteurs, il n'y a même pas de temps de construction sur site. En fait, on arrive avec une cellule qui produit directement l'électricité sur le site. Plus on réduit la taille, enfin c'est pas où je vais le dire, plus en plus la maîtrise de la sûreté est facile, puisque de toute façon, moins il y a de chaleur résiduelle. Donc plus on fait petit, finalement, mieux c'est en termes de sûreté, plus c'est facile à traiter en termes de sûreté, et plus c'est facile à traiter en termes de construction. Bon, le troisième point, c'est la gouvernance et le management de projet. C'est que finalement, on a beau être super bon techniquement, on a beau prendre beaucoup d'attention à avoir un design stabilisé, à avoir bien prévu ces phases de construction, quand même, à la fin, un projet, et là aussi c'est vrai dans le nucléaire, et c'est vrai partout, un projet, c'est quand même une histoire de personnes. Il faut qu'il y ait des équipes qui soient motivées à faire un projet, et il faut que les équipes soient motivées pour finir le projet. C'est-à-dire qu'un projet, quelle que soit sa nature, ça a une naissance, une vie et une mort. On va mobiliser des équipes, elles vont travailler beaucoup, longtemps, et un jour ça va s'arrêter. Et finalement, l'intérêt du projet, c'est que ça s'arrête le plus vite possible. Par ailleurs, il faut comprendre qu'un projet de construction, finalement, il change d'état d'esprit quand on va être en fonction des différentes phases. Quand vous êtes en phase de design, finalement, vous produisez, enfin, votre produit, vous étudiez des systèmes. Vous allez étudier votre HVAC, des sous-ensembles fonctionnels, etc. Vous raisonnez sous forme de système. Quand vous passez en phase de construction, vous ne raisonnez plus en phase de système. Vous raisonnez en phase de géographie, en termes de géographie. C'est-à-dire que finalement, une centrale nucléaire, c'est quelques centaines de salles. Tout le monde ne peut pas bosser en même temps dans la même salle. Donc le driver en fait, en phase de construction, c'est la géographie. C'est comment j'organise les travaux pour faire en sorte d'optimiser le temps alloué à chacun, à chaque endroit. La notion de système, on s'en moque un peu. Et puis quand on va passer en phase d'essai, on va réinverser en fait la phase la logique en fait de conduite du projet. Quand on repasse en phase d'essai, la logique de conduite du projet, ça devient une logique à nouveau de système. C'est-à-dire finalement, on a tout construit. Maintenant, on veut juste s'assurer que ça marche conformément à ce qu'on avait fait au départ. Et pour ceux qui ont traité ça en fait dans leur première phase d'études d'ingénieur, finalement, quand ceux qui ont fait de l'ingénierie système, quand vous êtes dans les espèces de cycles en V, finalement, c'est ça. Vous spécifiez, vous faites, vous checkez. Voilà. En fait, au début, vous spécifiez, vous êtes en logique système. Après, vous passez en logique géographique quand vous construisez. Et ensuite, vous repassez en logique système quand vous essayez. Bon, en fait, c'est tout simple à dire. Mais la difficulté, c'est d'arriver à transformer le mode de pensée en fait, des équipes en fonction en fait, des phases du projet. Et pour transformer le mode de pensée des équipes dans les différentes phases du projet, il faut transformer la façon dont on gère le projet. Et une organisation de projet, elle doit être dédiée à ce qu'elle fait, c'est-à-dire à construire. Elle doit se moquer du reste du monde pendant ce temps-là. Donc c'est des logiques qui sont difficiles à mettre en place dans les cadres de grandes entreprises, en fait. Pour plein de raisons, et qui sont souvent un obstacle au fait d'être très très efficace en fait, dans les phases de construction en fait, de centrales nucléaires. Quatrième levier pour pouvoir être performant sur les phases de construction,
eh ben, c'est de disposer d'une part des ressources humaines nécessaires pour pouvoir le faire, en nombre et en qualité, et d'avoir une supply chain qui sait faire ce qu'on lui demande de faire. Les ressources humaines, c'était évoqué tout à l'heure par les responsables de l'INSTN, aujourd'hui, c'est ce que vous faites, c'est pour ça que les promotions ont doublé en gros en quelques années. C'est parce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs, tout court, de plus d'ingénieurs génie atomique aussi. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas besoin que d'ingénieurs. On a surtout besoin de plein de gens pour bosser, quoi. On a besoin de plein de gens pour assembler des tuyaux, les souder, faire des essais, pression. Enfin, il faut plein de gens et ça demande des qualifications. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'attirer en fait des gens dans les filières industrielles. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la filière industrielle nucléaire, elle est en compétition avec d'autres filières. C'est-à-dire que c'est une chance pour vous tous, pour nous tous d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas que le nucléaire qui tire, il y a le nucléaire, mais il y a aussi le secteur de l'aéronautique, d'autres industries. Donc tout le monde a besoin d'ingénieurs en permanence, mais tout le monde a besoin aussi de soudeurs. Et donc il faut arriver à former beaucoup de gens et à les conserver au sein de la filière. Si on regarde aujourd'hui la filière nucléaire française, on n'a pas de problème d'expertise, on a un problème de quantité d'expertise. C'est-à-dire la profondeur d'expertise pour faire ce qu'on a à faire, y compris les phases de site, elle est là. Il faut plus de gens pour être capable il faut plus de gens avec ce même niveau d'expertise pour être capable de tenir les délais. J'évoquais tout à l'heure la taille en fait, des programmes qu'on traite par exemple en Turquie avec Rosatom, avec l'industrie russe. Bon, 24 000 personnes sur un site, quoi. C'est beaucoup de gens en fait. Et qui vont être là pour une durée d'environ 9 ans à peu près, et qui après vont faire autre chose. Donc il faut arriver à mobiliser 24 000 personnes pour une durée, 9 ans pour le programme. Chacun va rester probablement 2-3 ans sur le programme. Donc il faut arriver à trouver en permanence 24 000 personnes qui correspondent finalement au profil de compétences dont on a besoin pour être capable en fait d'assembler. Une fois qu'on a les gens, il faut aussi avoir les pièces. Il faut aussi avoir les équipements à assembler et la capacité de la supply chain, finalement, pas à bien faire son travail, mais à le faire conformément aux spécifications qu'on lui envoie. Ça, c'est aussi plus facile quand on fait beaucoup de programmes d'affilée. Si on n'en fait qu'un, personne, aucune entreprise va se mettre en mouvement pour traiter un programme qui dure 2 ans pour elle. Il dure peut-être 10 ans pour la construction du site, mais pour chaque entreprise, c'est 2-3 ans, c'est quelque chose comme ça. Personne ne le fera jamais. Pour le faire, il faut être sûr qu'on est sur un programme long, où on va livrer beaucoup, où on va essuyer des plâtres, peut-être perdre de l'argent au départ, mais en gagner quand même à un moment donné. Et donc, la capacité à donner de la visibilité, à être capable de produire plusieurs fois la même chose, c'est aussi un élément qui est prépondérant pour avoir la supply chain nécessaire pour pouvoir construire. Quand vous écoutez, si vous regardez en fait les leçons qui ont été tirées en fait de Flamanville, bon, c'est un des leitmotifs que donne EDF en permanence, c'est la capacité effective de la filière à être capable de délivrer ce qu'on lui demande. Et c'est pas une critique des entreprises, c'est simplement que les entreprises sont en train de réapprendre. Le cinquième point, l'avant-dernier point, 5e point, c'est l'organisation du travail et la logistique. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer après, quand on est en fait dans des organisations coréennes ou russes, en construisant en Turquie ou aux Émirats Arabes Unis, vous travaillez 24/24, 7/7, ça pose de problème à personne. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous travaillez 24/24, 7/7, ça va plus vite que quand vous faites en fait du 16/24 et du 5/7, quoi. C'est pas tout à fait proportionnel, mais pas loin quand même. Donc, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas une critique. Simplement, en fait, on est dans une société, dans les pays européens, dans les pays occidentaux, où il n'est pas acceptable de travailler sur ces standards-là. On n'arrivera jamais à faire travailler, à mobiliser assez de gens pour avoir 24 000 personnes en permanence sur un site de 4 réacteurs nucléaires, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça ne marche pas. Alors, ils ne sont pas
tout le monde ne travaille pas tout le temps, mais ils sont en cours en 3 tournées, c'est-à-dire qu'ils ont des interruptions de tournée en fait tous les 2 jours. Voilà. Bon, il y a un sujet autour de ça, quand même, qui est qu'il est difficile d'aller chercher des délais extrêmement tendus si on n'est pas capable d'ajuster une organisation humaine du travail qui colle avec ces impératifs-là. L'autre point, c'est la logistique, c'est que souvent un réacteur nucléaire, il est construit sur un pitch, je cherche le mot en français, mais sur un endroit, sur une plateforme finalement assez limitée, parce que souvent un réacteur nucléaire, il est coincé entre une falaise, la mer et d'autres réacteurs nucléaires à côté. On n'a pas beaucoup de place. Or, pour faire ce que j'évoquais tout à l'heure, pour être capable de construire de façon modulaire, d'être capable d'assembler des sous-ensembles sur le site avant de les monter sur le site, c'est-à-dire qu'il faut de la place autour. Il faut savoir construire des routes. Ça paraît tout bête. On se dit construire une route pour aller sur un réacteur nucléaire, c'est vachement facile. Demandez à Hinkley Point, au patron de projet d'Hinkley Point, s'il trouve que c'est super facile. Il n'a qu'une route où il y a plein de gens qui passent dessus tout le temps. Bon, en fait, acheminer des équipements, des gros équipements, c'est compliqué. Donc la logistique, l'empreinte au sol qu'on va avoir pour préparer en fait les travaux, c'est un point très important aussi, ce qui explique aussi en partie que quand vous êtes au milieu du désert, sur le site de Baraka, aux Émirats Arabes Unis, finalement, vous en foutez, vous pouvez construire 3 routes, vous avez plein de place, il n'y a que du sable, il n'y a personne autour. Bon, vous n'avez pas de contraintes logistiques très fortes, et vous gagnez beaucoup de temps. Le 6e point, le dernier point, c'est probablement la digitalisation, qui est un élément favorable au fait de gagner en fait, de la productivité. La digitalisation, c'est très nouveau dans les infrastructures, dans l'ingénierie des infrastructures. C'est aussi nouveau dans le nucléaire que dans le reste des infrastructures. Le nucléaire n'est pas particulièrement en retard de ce point de vue-là. C'est très en retard par rapport à des industries comme l'aéronautique ou l'automobile dont je viens, où ça fait à peu près 15 ans que tout a été digitalisé, ou en grande partie. Bon, on sait statistiquement qu'on gagne 25% de temps par la digitalisation et 25% des heures d'ingénierie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive mieux à traiter à minima 3 choses. D'une part, à être capable de gérer les exigences. Pour ceux qui ont fait en fait, de l'ingénierie système, c'est le principe, c'est qu'il faut savoir déjà ce qu'on veut construire avant de construire. C'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile que ça à définir quand on s'y met. Et donc, être capable de définir et de ne jamais perdre de vue ce qu'on cherche à faire, quelles sont les exigences de sûreté, de fonctionnalité, d'opérabilité que l'on cherche, c'est important et c'est plus facile à tracer quand on est avec du digital, quand on est avec des tonnes de papier. Le deuxième sujet, c'est qu'on a plus de continuité horizontale entre le design et la construction. On fait moins d'erreurs dans la passation. Quand on écrit plein de documents, statistiquement, on fait plein d'erreurs de copie. Malgré toute l'attention qu'on y porte, l'expérience dans le monde entier montre que quand on copie, qu'il y a 2 personnes qui reprennent la même donnée sur des centaines de milliers de données, voire des millions de données, on fait des erreurs. Les erreurs, elles coûtent du temps. Le 3e élément, c'est que le fait d'avoir des technologies digitales en termes d'ingénierie, ça permet en fait d'être capable de détecter, finalement, de mieux gérer les évolutions. C'est-à-dire quand on veut faire une modification parce qu'il y a une évolution de sûreté, par exemple, ou parce qu'on s'est trompé, c'est plus facile d'évaluer l'impact de sa modification sur ce qu'on va faire quand on a en fait une logique de données plutôt qu'une logique documentaire, et qu'on arrive mieux à détecter ce qui est... Alors ça, c'est pour ceux d'entre vous qui vont travailler sur des programmes industriels, en phase de construction, c'est plus facile de trouver ce qu'on appelle les clashs, c'est-à-dire là où vous avez des tuyaux qui rentrent dans des câbles électriques. Une fois qu'on a fait une maquette numérique, on se dit il n'y a pas de clash, en fait il y en a plein. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup de temps dans les phases de construction. Le fait d'avoir des technologies numériques, ça permet finalement, sur ces 3 sujets, pourquoi je pointe cela ? Parce que c'est les petits diables rouges, c'est que en fait, c'est les 3 ennemis d'un programme. Un programme, ça prend du temps parce qu'on fait beaucoup de modifications et parce qu'on se trompe beaucoup entre la passation, entre le design et la construction. Voilà. C'est vachement simple. Si on arrive à éliminer en fait, tous ces éléments-là,
on va gagner beaucoup de productivité et beaucoup de temps et permettre de devenir possible des programmes nucléaires qui ne sont pas forcément. En pratique, je vais finir sur ces éléments-là avant de vous laisser la parole pour des questions si vous le souhaitez. 2 exemples et des plannings comparés entre les différents programmes. L'exemple en fait de la centrale de Baraka, qui est construite aux Émirats Arabes Unis, à côté d'Abu Dhabi, entre Abu Dhabi et le Qatar. Construite par les Coréens, 4 réacteurs coréens, c'est pour les plus vieux d'entre vous, pas pour les plus jeunes, mais pour les plus vieux. En 2010, ça a fait couler, en 2009 et 2010, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que la France était favorite et la France a perdu. C'est les Coréens qui ont gagné. Bon, ils ont réussi à construire avec 2 ans de retard. Vous allez voir les plannings après. Contrat passé en 2010 par les Émirats Arabes Unis à KEPCO. Début de la construction en 2012. C'est important. C'est-à-dire 2 ans après la passation de commande. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une enquête publique. Donc 2 ans pour commencer la construction. Premier réacteur, 4 réacteurs commandés, 1400 MW, donc assez comparable à un EPR, un peu plus petit, mais de la même gamme, assez comparable. Même type de génération de sûreté. Premier réacteur connecté au réseau en 2020, c'est-à-dire 8 ans après le début de la construction. Bon, qu'est-ce qui a permis de faire ça, en fait, aux Émirats Arabes Unis? Bon, il y a 4 facteurs assez déterminants. Le premier, c'est que le design était ultra stable. C'était le 4 ou 5e réacteur, dont un était encore en construction en Corée, fait d'affilée par les Coréens. Bon, c'est une technologie coréenne, mais en fait qui est inspirée des technologies Westinghouse, comme notre PR, c'est un PWR. C'est un réacteur à eau pressurisée léger. Donc, design ultra stable. Pour pouvoir commencer la construction 2 ans après avoir passé la commande, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification du design. Si ce n'est l'adaptation à la source froide, à la sismicité en fait, du site, bien sûr, donc aux spécificités en fait, du site de construction. Mais ça veut dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas de modif. Et quand je dis pas de modif, nous on était sur ce projet-là, il n'y a pas de modif. 0. Ils n'en font pas. Ils ne veulent pas, ils refusent en fait. Deuxième problème, donc technologie donc très éprouvée. Deuxième raison, c'est que la supply chain coréenne était pleinement opérationnelle. Elle était sur sa rafale de 5 ou 6 réacteurs nucléaires construits, 4 de plus. Tout a été construit aux Émirats Arabes Unis par des Coréens avec une supply chain coréenne. Les chaises, le riz venaient de Corée. Enfin, je parle du riz, en fait, j'étais sûr que ça amuserait un certain nombre d'entre vous, mais en fait, eux, ça ne les amuse pas. C'est-à-dire que, en fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils ne veulent pas perturber, ils veulent 0 perturbation dans les équipes de construction. Donc, ils ont l'habitude de manger du riz coréen, ils vont continuer à manger le même riz que celui qu'ils mangent à la maison quand ils sont sur la construction d'une centrale chez nous. Donc, tout est fait pour faire en sorte que tout le monde soit polarisé au max sur en fait, ce qu'il a à faire dans la construction. On lui enlève tous ses soucis. Il mange comme d'hab, il a ses salles de sport sur le site, il a tout sur le site, il y a de la place, on peut le faire, tout est prêt, tout le monde vivait, enfin tous les Coréens, pas les Émiriens, tous les Coréens vivaient en base vie, sur place, à 4 heures de bagnole, du premier, enfin 2 heures et demie de voiture en fait, d'Abu Dhabi en gros. Bon, bah, la conséquence de ça, c'est quand vous êtes comme ça, vous pouvez bosser 24/24/7/7, donc vous bossez tout le temps, pas de temps perdu, et que, bon, ça c'est la spécificité des programmes qui naissent dans des pays nouveaux accédants dans le nucléaire, c'est que l'autorité de sûreté a été construite sur le modèle de l'autorité de sûreté, même si c'était finalement avec plutôt des Suédois et des Finlandais, la philosophie de l'autorité de sûreté a été construite sur la philosophie coréenne et américaine. Donc, de toute façon, le match entre le design qui était proposé pour licenser, pour avoir en fait l'autorisation de construire aux Émirats Arabes Unis, marchait forcément, puisque finalement on a construit l'autorité de sûreté au regard du design qui avait été construit. Et donc l'autorité de sûreté, elle s'est plutôt polarisée sur le contrôle de la conformité de la construction au cahier des charges. Deuxième exemple. Exemple en cours, construction d'Akuyu. Vous voyez, c'est en bord de mer, le site est très joli.
Je ne suis pas sûr que ça l'embellisse trop, mais le site est très beau. 4 réacteurs VVER en fait, russes, donc 1200 MW, un peu plus petit, beaucoup plus petit quand on regarde les bâtiments réacteurs qu'un 1600 MW EPR. Début de construction en 2018, arrêt des travaux pendant 2 ans au moment du Covid, pour des raisons de financement, parce que les Turcs devaient financer 50% et qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Donc les Russes ont arrêté. Reprise des travaux vers 2020-2021. Donc la première unité qui devait être livrée en 2023 sera plutôt en 2025 ou 2026, mais on est à peu près dans ce timing-là. Donc là aussi, quand on regarde, quand on annule les 2 ans d'interruption pour des raisons financières, on est sur des délais de construction qui ressemblent à ceux en fait, de la Corée, 7-8 ans en fait, de délai de construction. Là aussi, quand on regarde les facteurs clés de succès, finalement cette construction, le premier c'est toujours le même, design stable. Alors eux, c'est pas 4 ou 5 VVER qui construisent les Russes. Je pense que j'ai même pas fait le compte, mais je pense qu'on doit être autour de 20. Il y a les anciens d'Alstom turbines ici, donc comme c'est eux qui livrent les turbines aux Russes, ils doivent savoir, mais je pense qu'on est autour d'une vingtaine de réacteurs de la même génération. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont jamais interrompu leur supply chain sur ces réacteurs. Ils n'ont jamais interrompu leur supply chain. Ils n'ont jamais arrêté de construire depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et ben en fait, ils ne changent rien à leur design. Ils ont d'autres centrales en construction, par exemple en Égypte, à Al-Daba, c'est pareil. La technologie, c'est la même, le design, c'est le même. On ne change pas une ligne au design, si ce n'est pour l'adaptation au site et aux conditions en fait, de sûreté locale. Technologie donc éprouvée. Supply chain, pareil. Tous les éléments critiques sont fournis par les Russes, avec une spécificité un peu inattendue peut-être de la part de la Russie. Ce n'est pas forcément ce qu'on a tous dans notre inconscient collectif. C'est une très grande continuité digitale. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont mis au digital il y a très longtemps. En fait, le fournisseur qui usine des équipements, il les usine avec la définition qui sort direct de la maquette numérique en fait, de Rosatom. Et il usine avec ces rayons de courbure. C'est-à-dire que la spécification est très très fine en fait, sur les fournisseurs. Donc chacun fait ce qu'on lui demande sans risque d'erreur, puisque de toute façon, il usine à ce qui a marqué dans la maquette. Et que comme la maquette, ça fait le 20e réacteur qu'ils font avec la même définition, le risque d'erreur est très très faible. Et donc de fait, ils en font très très peu. Donc ils ont très peu de reprises. Là aussi, organisation du travail 24/24, 7 jours sur 7. C'est là où il y a 24 000 personnes en pointe sur le site. C'est beaucoup. C'est un gros site. Avec un processus de construction avec les Russes qui est très très optimisé. C'est-à-dire que finalement, quand on construit, quelqu'un passe derrière pour faire le contrôle, il donne son contrôle. Enfin, je vous décris le process qui se passe dans à peu près tous les pays, à commencer par la France, c'est qu'il y a des équipes de construction, il y a une équipe de contrôle, on analyse les contrôles, s'il y a des trucs à refaire, on le file au mec qui a construit, puis il revient 3 semaines après pour modifier. Bon, avec les Russes, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a un mec qui construit, il y a un mec qui contrôle dans les 24 heures, et le mec qui contrôle, il dit tout de suite, ça va pas, et donc avant que j'émette mon PV de contrôle, tu reviens bosser pour corriger, et je recontrôle, et si tu as encore fait mal, alors je fais remonter une non-conformité. Sinon, c'est bon. Donc des processus en fait, de construction très très courts, très intégrés entre en fait, la construction et le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'indépendance du contrôle, mais très intégrés entre les deux, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans nos process de construction à nous, aujourd'hui en France par exemple. Et je vais finir sur ce sujet-là avant de vous passer la parole. Donc finalement, quand je vous dis tout ça, quand on regarde ce que ça veut dire, quand on compare les différents programmes dans le monde, bon, ce qu'on voit quand même, c'est que passer en dessous de 8 à 9 ans, de 8 ans de construction, pour un réacteur de très forte puissance, c'est pas très facile. 8 ans, ça fait en gros 96. On est dans un horizon de 95 à 105 mois. Passer en dessous de ce délai-là, c'est pas facile. C'est-à-dire que même quand tout se passe bien, qu'on a des entreprises qui sont habituées à construire, qu'on a des designs stabilisés dans des pays où on peut bosser 24/24, 7/7, finalement, on n'arrive quand même pas vraiment à aller en dessous de ce délai-là. Ce qui veut dire que le délai de mise en œuvre d'une solution nucléaire de forte puissance, c'est un délai, quoi qu'il en soit, qui est assez long. C'est pas possible, c'est difficile de penser qu'on va pouvoir
régler un problème énergétique à quelques années par un réacteur de forte puissance. Ça ne marche pas. Enfin, même quand on dit qu'on va le faire, la réalité, c'est que ça ne marche jamais. On ne le fait jamais. Donc, on est quand même sur des délais assez longs, ce qui induit, par rapport à mon propos, le fait qu'en termes de compétitivité économique, il faut vraiment être capable d'avoir une visibilité très forte sur la demande énergétique du pays, parce que de toute façon, ça coûte un peu d'argent quand même. On va être tout de suite sur des logiques de 70, 80 € du mégawattheure si on est très bon, en fait. En Inde, le prix du mégawattheure, c'est entre 25 et 35 €, pour mémoire, pour benchmark, avec des réacteurs nucléaires locaux. Voilà, donc vous avez choisi de faire une spécialisation dans le nucléaire. Certains d'entre vous vont travailler en France, d'autres, je pense, également à l'étranger, parce qu'il y a les gens du génie atomique et du master international qui sont là. Donc si vous avez fait un master international, j'imagine que c'est pour aller faire des choses en dehors des frontières aussi. Bon, finalement, si je me mets dans la position en fait, d'un acteur français, vous avez beaucoup de chance d'être ici, vous avez fait un bon choix, mais vous allez avoir beaucoup de responsabilités aussi pour rendre le nucléaire possible en fait, pour l'avenir. Parce que si on n'est pas capable de traiter en fait, ces sujets-là, si on n'est pas capable d'être plus efficace sur la construction, je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup de constructions nouvelles en fait, de réacteurs nucléaires en Europe. Voilà, merci à vous.